Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter une méthode pour pouvoir faire du développement multiplateforme en utilisant C# et GTK. Et en plus, cerise sur le vélo, malgré que ce sera en C#, eh bien tout sera open source. Alors ici je suis sur Linux distribution Fedora, version 33. Pour commencer, nous allons voir ce qu'il est nécessaire d'installer donc sous Linux pour pouvoir faire ce développement en C# et GTK. Alors pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo sans trop savoir de quoi je parle, je rappelle que C# est un langage de développement de Microsoft, que GTK est un environnement graphique qui est donc pour le bureau GNOME, mais GTK peut également être utilisé sous Windows ou sous macOS. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est de pouvoir développer avec du C# pour ceux qui connaissent déjà le C# en ayant développé sous Windows, et d'avoir une application multiplateforme. Ensuite, nous allons utiliser le .NET Core, également appelé maintenant .NET 5 et puis bientôt .NET 6 qui va bientôt sortir. Alors, .NET 5 n'est pas à confondre avec le .NET Framework que l'on utilise couramment sous Windows. Ce sont deux choses bien différentes et la première différence, c'est que .NET 5, aussi appelé .NET Core, est totalement open source, ce qui vous permet donc de développer des applications totalement open source. Alors, je vais vous citer un exemple très connu à l'heure actuelle qui est développé avec du C# et .NET Core, et bien c'est l'application Bitwarden. Pour ceux qui connaissent, c'est une application donc qui permet de gérer les mots de passe, et c'est une application qui d'ailleurs est très plébiscitée par la communauté Linux. Pourtant, la partie serveur de cette application est intégralement développée en C#, donc technologie Microsoft, avec du .NET Core, donc là encore technologie Microsoft. Je parle ici uniquement de la partie serveur. Donc quand Bitwarden prétend qu'ils sont 100% open source, c'est totalement vrai, puisqu'ici ils utilisent bien le .NET Core de Microsoft qui est totalement open source. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion dans d'autres vidéos de reparler de cette application Bitwarden qui est très intéressante. Mais donc, c'est un des meilleurs exemples que je peux citer qui sont développés avec cette technologie et qui sont totalement open source malgré qu'ils soient sur une technologie Microsoft. Donc pour commencer, il nous faut installer notre environnement de travail qui va donc être le fameux Visual Studio Code dont vous avez certainement déjà entendu parler. Visual Studio Code peut être utilisé sous Windows, sous Linux et sous Mac. Donc on peut développer sur les trois plateformes en utilisant cet environnement de travail et de programmation. Je mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo tous les liens qui permettent d'installer tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir développer sous Linux ou éventuellement sous Mac pour ceux qui sont sous Mac. Donc, étant sous Fedora, eh bien ici, je vais donc aller sur le site de codevisualstudio.com et vous voyez qu'on me propose du RPM, ce qui est idéal pour l'installation sous Fedora. Donc je vais cliquer sur Download RPM et vous voyez qu'on nous donne donc les lignes à mettre dans le terminal pour pouvoir installer Visual Studio Code. Donc, eh bien, on ne va pas trop transpirer ici puisqu'il nous suffit simplement de copier-coller chaque ligne et de les mettre dans le terminal. Tiens, d'ailleurs, je vais les mettre côte à côte, ce sera plus simple. Et on va vraiment pas se fouler sur ce coup-là. Donc, allons-y. Première ligne. Alors bien sûr, comme ici nous sommes avec sudo, il va nous demander notre mot de passe root. Voilà qui est fait pour la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne qui va nous permettre d'installer en fait le dépôt. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le sudo dnf check update. Et enfin, on va installer donc Visual Studio Code maintenant que notre dépôt est disponible et mis à jour. Et vous voyez qu'il nous propose bien donc code. Je confirme que je veux bien installer Visual Studio Code et c'est parti. Donc vous voyez qu'il est simplement appelé code ici et non pas VS Code ou Visual Studio Code. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, en l'espace d'à peine une minute, on a installé Visual Studio Code, donc rien de bien compliqué. Juste quelques lignes. Et donc, en fonction de la distribution de Linux que vous avez, eh bien vous voyez qu'on peut, sur OpenSUSE, sur Debian, sur Arch, etc., installer VS Code sans problème. Il suffit simplement
de taper les bonnes commandes en fonction de la distribution de Linux que vous avez choisie pour votre développement. Bien, maintenant il nous faut installer le .NET 5 ou .NET 5 pour les anglophones. Alors vous voyez d'ailleurs que précédemment il s'appelait .NET Core 2.1 puis 3.1 et maintenant il est simplement appelé .NET 5. Donc la seule différence qu'il y a c'est le mot framework ici qui n'est pas utilisé par rapport au framework 4 ou 4.8 qui est maintenant présent sur Windows. Donc on peut donc les distinguer comme ça à cause du mot framework. Ici on parle plutôt du .NET Core. On continue d'ailleurs, malgré que c'est .NET 5, on continue de parler de .NET Core. Malgré tout c'est un terme qui est resté de façon à bien faire la différence entre le .NET Framework et le .NET Core. Donc le .NET 6 n'est pas encore sorti lorsque je tourne cette vidéo, mais peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, le .NET 6 sera disponible. Donc eh bien, allez directement à la version qui est conseillée. Généralement, vous voyez, c'est marqué entre parenthèses « Recommended ». Donc prenez toujours la version qui est recommandée, et de préférence la dernière. Donc je vais simplement cliquer ici sur .NET 5. Et donc voici la dernière version qui nous est proposée, la 5.0.5. Donc on va cliquer sur Package Manager Instruction. Donc vous voyez qu'ici on nous propose plusieurs distributions de Linux possibles. Bien sûr, choisissez celle qui vous convient en fonction de la distribution que vous allez utiliser. Moi je suis sous Fedora, donc je vais cliquer sur Fedora. Et ici nous avons un petit tableau qui nous explique si le .NET Core ou le .NET 5 sont disponibles sur la version de Fedora que j'utilise. Et vous voyez que ça commence ici à partir de la version 32 seulement, rien sur la 31, donc il faut vraiment avoir la version de Fedora la plus récente possible. Donc pas de problème sur la version 33, vous voyez que le .NET 5 est disponible et c'est le .NET 5 qui nous intéresse. Ensuite, vous avez ici en bas, pour plus d'informations, consultez Installer .NET sur Fedora. Et bien c'était très exactement ce que nous voulons, donc on va cliquer dessus. Et nous allons retrouver des instructions qui sont, vous allez le voir, encore très simples pour pouvoir installer le .NET 5. Donc j'ai simplement besoin de copier cette ligne. Et cela va m'installer tous les composants nécessaires du .NET 5. Voilà, donc vous voyez, là encore, très rapide, tout est installé. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire du côté de Visual Studio Code. Avant de commencer, je vais d'abord préparer les dossiers qui vont contenir mon code. Donc je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Dev, donc un dossier pour tout ce qui est développement. Et puis également, je vais mettre un sous-dossier que je vais appeler C#, de façon à ne pas mélanger mon code C# avec peut-être du code Rust, ou du code Go, ou du code Python que j'aurais envie de faire. On va essayer un petit peu de séparer, il est bien de séparer tous les types de code qu'on utilise. Et puis enfin, je vais créer un nouveau dossier dans lequel il y aura mon application. Alors pour le moment, on va faire une application console app pour voir si tout fonctionne. Et puis maintenant, eh bien, je vais lancer Visual Studio Code. Donc j'ai juste à taper VS et vous voyez qu'il apparaît immédiatement. J'ai plus qu'à cliquer dessus et il va s'ouvrir sans rien me demander de plus avec une jolie page d'accueil qui m'explique toutes les nouveautés, toutes les news concernant VS Code. On va fermer le petit avertissement en bas qui nous demande de faire de la télémétrie. Bien évidemment, n'oubliez pas que nous sommes ici sur une application Microsoft, donc forcément il y a de la télémétrie. On va d'abord aller dans la partie extension, donc c'est l'icône en bas à gauche ici. Et il va falloir dire donc à Visual Studio Code que l'on veut faire du développement C#. Donc ce que je fais, c'est que je tape simplement C#, C dièse. Et si je clique ici dessus, vous voyez qu'on nous dit C# de Microsoft, c'est exactement ça que je veux. Je clique simplement sur Install. Normalement, ça devrait être le premier de la liste qui apparaît, donc aucun problème. Et voilà, j'ai le C# d'installer dans Visual Studio Code, prêt à être utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'IntelliSense et toutes ces jolies choses qui nous aident à développer et qui permettent de nous proposer des suggestions pour tout ce que nous allons taper dans le code. Ok, maintenant nous allons aller dans la partie fichier et je vais cliquer sur Open Folder, ou alors vous pouvez également faire File et Open Folder pour aller ouvrir notre dossier dans lequel on va mettre notre code. Donc je vais cliquer sur Open Folder. Et puis, je vais donc aller chercher mon fameux dossier C# console app et je valide. Donc, pour le moment, notre dossier est totalement vide. Alors, comment y mettre notre code et surtout, comment savoir comment tout cela se configure? Vous allez voir que ici, .NET va vous mâcher la tâche parce qu'il y a des templates qui sont déjà présents, qui sont déjà disponibles pour vous et qui vont créer automatiquement les fichiers de base qui vont vous permettre de commencer une application.
Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans View et puis vous allez demander à avoir le terminal. Vous êtes bien dans le dossier console app, donc celui que je viens de créer tout à l'heure. Et ce que l'on va faire, c'est on va faire .NET New et on va voir ce qui se passe. .NET New donc permet de créer à partir d'un template tout le code nécessaire au démarrage de votre application. Alors tout d'abord, il nous souhaite la bienvenue. Et puis il nous parle également de ASP.NET Core, dont nous n'avons pas besoin, puisque ça c'est uniquement pour des applications web. Et puis il nous dit, ben voilà, tous les types d'applications, tous les templates que j'ai à l'heure actuelle qui me permettent donc de créer des applications. Donc on a par exemple une application console, c'est ce que l'on va faire maintenant, et donc le mot-clé c'est console. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais taper .NET New, et je vais lui dire, eh bien, crée-moi une application console de base. Et vous voyez que nous avons soudainement des fichiers qui viennent d'apparaître dans notre dossier. Et on va regarder un petit peu ce que contiennent ces fichiers. Donc ici, nous avons d'abord un fichier CSproj. Donc ça, c'est le type de fichier que l'on retrouve lorsqu'on fait du développement sous Windows avec Visual Studio. Et nous y retournerons tout à l'heure parce que vous verrez que c'est un fichier important qui, entre autres, nous permet d'intégrer des ressources dans notre application. Et ensuite, nous avons le fichier programme. Et ça, c'est le point d'entrée de votre application. C'est-à-dire que votre application va toujours commencer par ce fichier programme.cs et il doit y avoir une méthode main sur laquelle l'application va commencer. Donc cette méthode main est votre point d'entrée, votre point de départ de votre application. Et vous voyez qu'il y a déjà du code qui a été tapé pour nous donner donc un exemple avec console writeLine hello world. Donc nous on va changer le hello world, on va un petit peu déjà taper dans le code. On va dire bonjour. Avec un B majuscule, c'est mieux. Vous voyez qu'entre-temps, l'output s'est un petit peu agité parce que, eh bien, il a commencé à nous télécharger en fait des dépendances nécessaires pour que tout cela fonctionne bien. Il a fait ça en arrière-plan, sans rien nous demander, mais il a vu qu'il y avait besoin d'installer autre chose, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. On voit également qu'il y a une petite notification ici, on va regarder, et il nous dit qu'il nous manque des assets pour faire du debugging, donc on va dire, bah oui, installe ça. Alors n'hésitez pas, quand Visual Studio Code vous propose d'installer des choses qui sont manquantes, eh bien faites-le. Parce que vous voyez qu'ici, par exemple, il nous a rajouté le dossier bin, le fameux dossier bin qui permet donc de faire le débogage comme on le fait sous Visual Studio. Alors maintenant, eh bien, comment lancer cette application toute simple qui vient d'être créée pour nous? Eh bien, soit on utilise le fameux bouton ici Debug, et puis on va cliquer sur Lancer, soit eh bien, vous pouvez aller dans le terminal. On va retourner sur notre dossier, terminal. On va nettoyer un petit peu. Et dans notre terminal, on peut faire .NET Run. Donc là, il va compiler l'application et la lancer. Et vous voyez que ça marche bien, sauf qu'il m'a mis Hello World, alors que ici j'ai Bonjour. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas sauvegardé mon fichier. C'est une petite différence qu'il y a entre Visual Studio Code et Visual Studio 2019 ou version supérieure, si vous en êtes à une version supérieure, sous Windows, c'est qu'ici, il ne va pas sauvegarder votre fichier automatiquement avant de compiler et de lancer l'application. Donc si vous oubliez de le faire, eh bien, vous allez croire que votre bug, par exemple, si vous avez un bug, n'est pas corrigé, alors qu'en fait, vous l'avez bien corrigé, c'est juste que vous avez oublié de sauvegarder votre fichier. Donc vous faites un simple CTRL-S, ou alors vous allez dans File, ici, vous faites Save, ou Save As, ou Save All si vous avez plusieurs onglets à sauvegarder. Et ainsi, vous allez voir que si je refais mon .NET Run, il va vraiment prendre en compte, cette fois-ci, le code que j'ai mis. Voilà, il ne dit plus Hello World, mais il dit bonjour. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut bien se rappeler avec Visual Studio Code, sinon vous allez vous piéger tout seul en vous disant, mais comment ça se fait qu'il ne prend pas en compte ce que j'ai tapé dans mon fichier? Regardez toujours les fichiers que vous n'avez pas sauvegardés correctement. Donc si vous êtes arrivé jusque-là et que tout fonctionne, eh bien bravo, déjà vous avez une bonne part du paramétrage qui est bon et qui va vous permettre de développer en C#. Néanmoins maintenant, il est rare que l'on fasse uniquement des applications console. Quand on veut faire une application de bureau, on a besoin d'une interface graphique avec des boutons, avec des fenêtres, etc. etc. Et là, eh bien, on peut utiliser GTK. Alors il n'y a pas que GTK, il existe d'autres types d'environnements graphiques comme Qt par exemple, mais ici on va utiliser GTK.
et vous allez voir comment on peut utiliser GTK dans Visual Studio. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon dossier ici, et au lieu de faire un dossier console app, je vais faire un dossier GTK app. Et je vais donc ouvrir ce dossier qui est totalement vide comme tout à l'heure. Alors je vais faire de nouveau View Terminal. Et si je fais .NET New, on va recommencer ce qu'on a fait tout à l'heure, on va regarder s'il y a quelque chose qui nous permet de faire une application GTK. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui nous permet de faire une application GTK. On a un peu de tout, hein, du Razor Component, des applications de test unitaire, etc., des web apps, mais pas de GTK app. Alors, on va quand même essayer en se disant peut-être qu'avec un peu de chance, ça existe quand même, mais que c'est pas forcément affiché. Alors on va faire .NET New GTK App. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien ici il nous dit désolé, je n'arrive pas à trouver le template qui correspond à GTK App. Néanmoins, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Il nous a trouvé trois choses, et quelle est la différence entre ces trois choses? Eh bien tout simplement le langage. Ici, c'est donc du GTK Sharp Template pour le C, ici pour le VB, et ici pour le Fortran, pour le F Sharp, ce qu'on appelle. Donc, comme on développe en C Sharp, c'est cette ligne de commande qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous installer les templates qui permettent de faire du développement avec GTK. Et maintenant, regardez dans la liste, on peut voir qu'on a GTK Application, GTK Window, GTK Widget et GTK Dialog. Formidable, on a plein de nouveaux templates qui viennent de s'installer. Et donc, vous voyez que le mot-clé, c'est GTK App. Donc je vais pouvoir recommencer maintenant que c'est disponible. .NET New GTK App. Et regardez, j'ai des fichiers qui viennent de s'afficher et j'ai un template qui vient d'être installé avec déjà une application donc GTK qui est déjà fonctionnelle. Donc sans plus attendre, nous allons la lancer pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire .NET Run. Et nous avons une fenêtre qui s'ouvre, donc une fenêtre d'exemple qui est totalement fonctionnelle. Vous voyez que c'est une fenêtre GTK comme on en trouve sur GNOME et d'ailleurs ailleurs puisque GTK est multiplateforme. Et vous voyez que si je clique sur le bouton Click Me ici, eh bien il compte le nombre de fois que j'ai cliqué sur le bouton. Donc nous avons une application GTK en C# qui fonctionne parfaitement bien. Alors ce que nous allons voir un petit peu, c'est quels sont les fichiers qui ont été générés ici. On a le fameux fichier programme CS qui ici est un petit peu différent, puisque souvenez-vous tout à l'heure ce que l'on avait, eh bien c'était uniquement console write avec le mot bonjour. Donc regardons un petit peu donc cette méthode main. Donc ça commence par application init. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça crée une nouvelle application avec notre espace de nom ici, GTK App. Ça crée également une nouvelle fenêtre qui est notre main window, notre fenêtre principale de notre application. Cette main window, on va la voir tout à l'heure, elle est ici en fait. Il y a déjà un fichier main window CS. Ça ajoute notre fenêtre à notre application et ça montre ensuite notre fenêtre à l'écran. Et l'application se lance. Voilà. Ce code est très simple et vous voyez qu'il est déjà écrit pour vous, donc pas besoin de s'en soucier. Voyons voir maintenant un petit peu ce qu'il y a du côté de la main window. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez vu que sur cette fenêtre, il y avait donc un label avec du texte dedans, et puis il y avait un bouton sur lequel on pouvait cliquer. Donc ici, ils sont représentés par une décoration UI qui représente donc justement le fait que ce sont des interfaces utilisateurs. Donc deux objets, label et bouton, deux contrôles, qui sont nommés label 1 et bouton 1. Nous avons également une variable qui va permettre donc de compter le nombre de clics. Et puis ici, nous avons deux constructeurs. Un constructeur main window qui va en fait appeler le deuxième constructeur ici de base qui est main window avec un builder à l'intérieur. Et vous voyez qu'il charge ici en fait le fichier Glade. Alors on va voir ce que c'est que ce fichier Glade puisque c'est en fait ce fichier qui va contenir le design de votre fenêtre. Et on va voir comment créer des fichiers Glade. Donc ici, ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'il construit en fait notre fenêtre
avec deux événements, un événement pour la fermeture de la fenêtre et un événement pour le clic du bouton. Alors donc, cet événement ici qui est géré Windows Delete Event va en fait faire quitter l'application. Donc quand cette fenêtre se ferme, eh bien l'application doit être quittée. Si vous n'avez pas ça, en fait votre fenêtre se ferme mais l'application continue de tourner. Et puis enfin, vous avez le bouton clic qui lui va faire plus sur le compteur, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et ensuite, donc, le fameux Hello World, this button has been clicked et le nombre de fois où le bouton a été cliqué. Donc vous voyez, vraiment la base de la base. Rien d'extraordinaire, c'est juste un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait du Windows Form ou quand on fait du WPF sous Windows. Mais on retrouve vraiment du C# classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok, maintenant regardons notre fichier Glade. Alors c'est quoi un fichier Glade? Eh bien c'est simplement un fichier XML qui va représenter tous les objets, tous les contrôles qui se trouvent à l'intérieur de la fenêtre. Donc si on veut modifier le contenu de cette fenêtre, on peut très bien le faire en modifiant le fichier XML qui se trouve ici. Si on veut par exemple changer le nom de la fenêtre, qu'elle ne s'appelle pas Main Window, on peut ici changer sans problème le texte, ça ne posera pas de problème, sauf qu'après il faut le changer dans le code, bien sûr, si on fait appel à ces variables. Vous voyez qu'on retrouve ici l'identification bouton 1 et label 1 qu'on a dans le code. Donc là, attention de bien respecter, et on va le voir tout à l'heure, les noms que l'on donne à nos contrôles, parce qu'il faudra ensuite les appeler dans notre code. Donc ici, vous voyez que, d'ailleurs, c'est un petit peu particulier d'appeler des contrôles avec des underscores, mais là, comme vous avez vu, ce sont des objets qui sont déclarés privés dans le code. Donc c'est pour ça qu'il y a un underscore. Je ne suis pas très fan de ce genre de choses. Moi, j'aime bien avoir des contrôles, même s'ils sont déclarés private, j'aime bien les avoir donc nommés simplement sans underscore. J'utilise l'underscore généralement uniquement pour les variables, mais pour les contrôles, j'évite. C'est un petit peu perturbant. Enfin pour moi, chacun fait comme il veut. Vous voyez qu'on peut également changer par exemple le titre de la fenêtre. Je peux le faire totalement ici dans l'XML. Donc on pourrait comparer d'ailleurs un petit peu le XAML et l'XML, parce que finalement le XAML, qui est utilisé pour le développement WPF sous Visual Studio, est inspiré de l'XML. C'est quelque chose de très très proche. Donc ici, Glade est sur un principe identique sur de la base XML. Ok, maintenant vous allez me dire comment on fait pour se créer sa propre fenêtre pour son application. Parce que là, c'est bien joli, mais s'il faut tout se taper en XML, ça ne va pas être très drôle. Alors figurez-vous qu'il y a un environnement qui est utilisable pour pouvoir justement designer ces fenêtres et ensuite les intégrer dans son application. Et cette application, elle s'appelle Glade. Alors on va aller dans notre petit store ici, puisqu'il est très joli sous Fedora, donc on va en profiter. Et puis on va rechercher l'application Glade. Voilà, on clique ici, on fait installer. Voilà, Glade est installé, eh bien on va le lancer tout de suite. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail tout le fonctionnement de Glade, parce que ce serait une vidéo un petit peu longue. D'autant plus que l'interface de type GTK, c'est quand même très différent de WinForms et WPF. C'est peut-être un peu plus proche de WinForms d'ailleurs que WPF. Mais néanmoins, vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Je vais cliquer sur le petit bouton qui est ici. Et nous avons donc 3 colonnes. La première colonne va représenter les objets sous une forme d'arbre. Ici, nous aurons l'interface sur la colonne du milieu, et à droite, nous aurons toutes les propriétés de cette interface. On va répartir un petit peu les colonnes. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur niveau supérieur. Niveau supérieur, ça représente tout ce qui est des contrôles de niveau supérieur, de type justement fenêtre et autres, qui sont donc en premier. Ensuite, il y a les conteneurs, c'est-à-dire tout ce qui va être dans la fenêtre et qui va contenir les autres contrôles. Et puis enfin, nous avons les véritables contrôles, c'est-à-dire tout ce qui est bouton, checkbox, combo box, etc. Donc on va cliquer sur niveau supérieur et ce qu'on va vouloir faire, c'est une petite fenêtre de dialogue. Et vous voyez que nous avons justement des systèmes qui sont faits pour faire de la fenêtre de dialogue. Donc je vais cliquer sur GTK Dialogue et ça me crée automatiquement une fenêtre qui s'appelle donc GTK Dialogue. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il va falloir commencer à identifier chacun de nos contrôles. Vous voyez qu'ici dans identifiant, il n'y a rien. Donc je vais l'appeler WinDial. Ici, j'ai un GTK Box. Alors, un GTK Box, ça permet donc d'empiler des contrôles dans une position verticale ici. Et je vais l'appeler, eh bien,
GTK Box, tout simplement. Donc je vais identifier chacun de mes contrôles, c'est important parce que si vous devez ensuite faire appel à ces contrôles dans votre code, il faut qu'ils soient tous parfaitement identifiés. Et bien ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre des boutons ici. Donc je vais aller dans Contrôle, et je vais prendre des GTK boutons. Et puis je vais mettre celui-ci ici, et je vais en mettre un autre là. Alors ce que je veux faire ici, c'est simplement une petite fenêtre de confirmation, comme on en trouve souvent dans des applications, qui permettent de demander à l'utilisateur s'il veut continuer avec un bouton oui et un bouton non, et puis essayer de voir si on peut interagir avec ces boutons. Donc ici j'ai le bouton, je vais faire le bouton oui, donc je vais l'appeler button oui. Vous pouvez mettre bien sûr tout en français, hein. Moi j'ai un petit peu tendance à mélanger anglais et français. Et puis ici en bas, vous voyez dans étiquette avec image optionnelle, on peut mettre simplement le texte oui. Ensuite, ici, je vais mettre button non. Et puis, on va mettre ici non. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur les différents onglets qui sont ici. D'abord, on a l'agencement. Ça permet donc de positionner les contrôles sur la fenêtre. On a également tout ce qui est des propriétés en commun, hein, comme les focus, des choses comme ça, enfin, plein de paramètres. Et puis, on a ce qui est appelé ici les signaux qui sont en fait ce que l'on appelle couramment en WPF ou Windows Form les events. Donc tout ce qui est événement clic, etc. Ici, on les appelle les signaux. Donc vous voyez qu'ici, on a le fameux signal clicked, donc l'event click qui est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter donc un label. Voilà. Et puis dans ce label, on va dire simplement voulez-vous continuer. Voilà, on va simplement changer la taille de notre fenêtre. Donc vous voyez qu'on peut le faire sans problème dans l'éditeur. On va faire une petite fenêtre assez courte comme ça. Et puis voilà, nous avons notre fenêtre qui est prête à être utilisée. On va peut-être renommer, enfin identifier notre GTK label, qu'on va appeler GTK label, tout simplement. Ou plutôt, on va l'appeler label question, par exemple. Voilà, donc tout est identifié, tout est positionné, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est maintenant cliquer sur le bouton enregistrer. Et on va l'enregistrer dans notre... Vous voyez qu'on a déjà ici Main Window Glade, donc dans notre dossier d'application. Et on va l'appeler Dial Window. Et je peux fermer ça. Ensuite, il me faut simplement cliquer ici sur le bouton d'actualisation pour voir ce fichier apparaître dans mon dossier. Vous voyez, Dial Window Glade, il est bien là. Et si je clique dessus, je vais avoir tout le XML qui m'est indiqué ici. Et bien maintenant, on va devoir modifier notre code pour que lorsque l'on clique sur le bouton de la main window, ça ne se mette plus à compter simplement le nombre de clics, mais que ça nous ouvre notre fenêtre de dialogue avec des événements. Alors comment on va faire ça? Eh bien déjà, on va créer un fichier CS pour notre fenêtre de dialogue. Alors on va copier la main window, qu'on va coller. On va renommer le fichier et on va l'appeler Dial Window. Donc je vous conseille fortement de donner le même nom au fichier Glade et au fichier CS qui lui correspond. Sinon, ça risque de devenir très compliqué au bout d'un moment de faire la liaison entre les deux. Donc ce n'est pas Main Window ici, mais Dial Window, qui est donc une Windows. Et dans cette Windows, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a deux boutons. Donc, le bouton oui et le bouton non. Le compteur, on n'en a plus besoin puisqu'on ne va pas compter le nombre de clics. Alors, là encore, ce n'est pas Main Window, mais c'est Dial Window. Ici, ce n'est pas Main Window Glade, mais Dial Window Glade. Et l'objet, nous l'avons appelé WinDial, souvenez-vous. On peut vérifier ça ici. WinDial, vous voyez, ID.
Donc attention, c'est très important de ne pas se tromper. Et puis bien sûr ici, eh bien, nous avons à changer nos événements. Donc l'événement Windows Delete Event, lui, ne change pas. Par contre ici, le bouton Oui, clicked va changer. Alors d'ailleurs, on va modifier celui-ci. Pour que ça corresponde. On va supprimer tout ça. Et ce qu'on va faire simplement, c'est envoyer sur la console la réponse de l'utilisateur. Donc on va mettre l'utilisateur veut continuer. Bien sûr, dans une application classique, hein, on mettrait du code ici pour si par exemple l'utilisateur confirme qu'il veut effacer un fichier, etc. etc. C'est là que ça se passe. Et puis, eh bien, on va fermer cette fenêtre. Parce que une fois qu'il a donné sa réponse, on n'a plus besoin que la fenêtre soit ouverte. OK. Et puis, eh bien, on va créer la même chose pour le bouton non. Donc, on va dire ne veut pas continuer. Et toujours pareil, on ferme la fenêtre une fois qu'on a eu la réponse. Et puis je vais donc rajouter ici le même événement pour le bouton non, sauf que ici c'est géré par la méthode bouton non clicked. Donc ici vraiment on a exactement le même type de C#, aucune différence avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser sous Windows. Maintenant qu'on a fait ça, donc déjà on va sauvegarder ces modifications. On va devoir aller également modifier le code de notre main window. Puisque souvenez-vous, quand on clique sur le bouton de la main window, eh bien, il compte et il met combien de clics on a fait. Or ça ne nous intéresse absolument pas. Ce que l'on veut, c'est qu'il ouvre notre fenêtre de dialogue. Alors comment on fait ça? C'est simple. Notre fenêtre de dialogue s'appelle Dial Window. Donc on fait une nouvelle Dial Window, qu'on va appeler simplement Win. Donc New Dial Window. Et enfin, Win Show pour montrer cette fenêtre de dialogue. Tout simplement. OK, on va sauvegarder aussi ce code-là. Et puis, eh bien, il est temps d'essayer notre application et voir si tout se passe bien. .NET Run, et c'est parti. Alors vous voyez qu'il se plaint en disant, mais attendez, main window counter et label 1 n'est assigné à plus rien. Bah oui, parce qu'on ne l'utilise plus, on les a enlevés. Ça ne fait pas bugger l'application en soi, hein, c'est pas du code rouge, c'est pas une erreur, mais c'est un warning pour nous dire, il y a des variables, il y a des contrôles qui sont plus utilisés, donc c'est pas la peine de les laisser, on peut les enlever. Alors on a toujours notre fenêtre example window qui s'ouvre, mais lorsqu'on va cliquer sur le bouton, eh bien c'est notre fenêtre de dialogue qui s'ouvre cette fois-ci. Qui d'ailleurs, vous voyez, a un titre pas génial qu'on pourrait changer, GTK App, c'est pas génial. Puis je vais cliquer sur oui, et vous voyez que ça met l'utilisateur veut continuer. Mais vous voyez que ça a fermé mon application. Pourquoi? Ah, parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai dû laisser, et oui, j'ai laissé, vous voyez, le delete event, je l'ai laissé sur application kit, ce qui veut dire que lorsque je clique oui ou non sur la fenêtre et qu'elle se ferme, eh bien ça me fait quitter mon application. Donc je vais commenter cette ligne-là pour qu'elle ne s'exécute plus. D'ailleurs, je pourrais aussi enlever l'événement, mais je vais le laisser parce que je pourrais tout à fait mettre du code ici pour déclencher certaines choses au moment de la fermeture de cette fenêtre. Donc je vais laisser ça pour le moment, mais je vais m'assurer que ça ne quitte pas l'application. Donc je vais relancer mon application, .NET Run. Si je clique, j'ai ma fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Je clique sur oui, ça me dit l'utilisateur veut continuer, mais vous voyez que mon application reste ouverte. Je reclique, j'ai de nouveau ma fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Je clique sur non. Et vous voyez qu'il me dit l'utilisateur ne veut pas continuer. Alors maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment fait-il pour savoir que Main Window Glade et Dial Window Glade doivent être intégrés dans les ressources de l'application? Comment sait-il cela? C'est très important à savoir parce qu'il est très possible que vous vouliez intégrer peut-être d'autres ressources, pas forcément ces fichiers-là. Donc là, ça se passe dans le fichier GTK App
csproj. Dans votre application, vous devez avoir un fichier csproj. Et regardez ce qu'il y a ici qui a été ajouté, c'est item group. Et ici, embedded resource include Glade. Donc tous les fichiers Glade que vous mettrez dans votre application seront systématiquement intégrés en tant que ressources intégrées, embedded resource, comme on le fait sur Visual Studio sous Windows. Donc c'est automatiquement compilé et ainsi votre code peut utiliser les fichiers Glade pour créer les fenêtres. Voilà, c'était donc une petite introduction au développement multiplateforme avec C#, GTK et .NET 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.